Les planteurs de canne de la Guadeloupe ont obtenu gain de cause. Un délai supplémentaire leur a été accordé pour sauver leur saison. Une partie de la récolte est encore sur pied. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter dans ce journal. Et la route continue de tuer. 34 morts depuis le début de l'année. Le préfet tire la sonnette d'alarme, tandis qu'une nouvelle technique de conduite et de pilotage était présentée ce matin par le célèbre pilote Simon Jean-Joseph. Coup de projecteur sur ce nouveau concept, Easy Drift, avec Isabelle Hamon. Anticonformiste, militant et talentueux, le plasticien Joël Nankin interprète dans Credo sa dernière création, l'œuvre du poète Guy Tyrolien. Visite de l'exposition dans cette édition. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Ils dormiront certainement le cœur léger cette nuit. Les planteurs de canne ont obtenu un report de la date de fin de récolte. Le comité de liaison qui rassemble tous les acteurs de la filière s'est arrêté sur la date du 9 juillet. 10 jours supplémentaires pour écouler 32 000 tonnes de canne. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Les planteurs étaient mobilisés au centre technique de la canne à sucre ce matin pour demander un report de la date de fin de récolte. Nous voulons qu'elle récolte là jusqu'au 10 parce que nous n'avons plus de 32 000 tonnes de canne qui doublent. Si c'est moins du 10, les planteurs sont obligés de mobiliser. Le ton était donné dès l'ouverture des négociations avec les opérateurs et les usiniers. Après 2 heures d'âpres discussions, les planteurs ont obtenu gain de cause, une dizaine de jours supplémentaires. Finalement, nous trouvons consensus le 9. Le 9 parce que nous avons 32 000 tonnes à couper, nous comptons sur 3 500 tonnes jour. Nous arrivons à bout de 6 quotas. Ça qui est important de comprendre, c'est une des commissions mixtes de bassin qui est dans chaque bassin en Guadeloupe. Le travail là est bon. Ils ont demandé ces commissions mixtes à réunir et ils ont demandé que canne plantée pas coupée et qu'ils ont la priorité à canne rejeton et canne renvoyée. Ce n'était pas gagné d'avance. Au dernier comité de liaison qui rassemble tous les acteurs de la profession, la date du 2 juillet avait été arrêtée. L'usine tournant au ralenti ces derniers jours, les planteurs risquaient de payer cher encore cette saison. Et pourtant au départ, les usiniers affichaient une certaine réticence. Faut suspension de séance pour y demander la direction à Bala, est-ce qu'il y a payé pour le 10 juillet? Mais nous demandons le 15 juillet. Nous allons regarder quand ça va. Chacun a fait un pas vers l'autre et la date du 9 juillet a été votée. En priorité, les cannes usinables après évaluation des restes à couper par entreprise. Un travail qui sera réalisé par bassin. Alors, nous avons décidé de terminer la campagne le 9 juillet. Nous allons réunir les commissions de bassin pour pouvoir évaluer le reste à couper de chaque entreprise de récolte Écuma. Sachant que nous avons 32 000 tonnes de canne, pour aller jusqu'au 9 juillet, nous avons plus de 10 jours de campagne pour faire 32 000 tonnes de canne avec un tonnage, un broyage journalier de 3 500. On a largement le temps, même s'il y a une panne, de pouvoir passer les cannes. Sans être de mauvais augure, qui va payer les cannes restées sur pied? Les cannes broyées par l'usine les prochains jours seront-elles rentables au vu de la chute de la richesse saccharine? Chaque année, c'est la même rengaine. Les contraintes climatiques ou mécaniques ne sont peut-être pas les seules raisons qui empêchent de trouver des solutions pérennes. L'association Famille Rurale, premier mouvement familial de France, s'installe en Guadeloupe. Créée pour venir en aide aux familles en difficulté sociale, la structure a pris ses quartiers aux abîmes. Isabelle Hamon et Patrick Curie nous présentent leur projet pour notre département. Sandra est l'une des adhérentes de l'association Famille Rurale des Abîmes. Elle vient ici dans le but d'être mieux accompagnée pour sa gestion administrative, mais aussi pour sa préparation au concours d'aide médico-psychologique. C'est-à-dire, au niveau de l'oral, j'aurais aimé qu'on m'aide au niveau de l'oral parce que ce n'est pas évident quand on se prépare seul. Mais avec l'association et l'aide que l'association va me procurer, je pourrais être mieux préparée pour passer ce concours. Et puis par la suite, s'il y a des évolutions avec l'association, ils seront là pour m'aider. C'est toute une équipe qui se mobilisera pour entamer les démarches. Son point négatif, c'est au niveau de l'oral. Donc nous avons demandé si elle est inscrite à l'ANP, à Pôle emploi. Elle nous a dit oui. Par rapport à Pôle emploi, nous allons contacter avec elle Pôle emploi, voir les différents organismes qui accompagnent à la préparation du concours d'aide médico-psychologique. Et cette dame-là, à ce moment-là, elle sera prise en charge, elle pourra faire sa formation. Et nous aussi, ensuite, par la suite, nous allons la recevoir. Nous allons en quelque sorte faire le jeu de rôle aussi déjà avec elle, à plusieurs, les 3 vice-présidents qui sont habilités à recevoir pour le moment le public. Nous allons lui poser des questions
Et on fera, si vous voulez, un jeu de questions-réponses. Elle sera amenée à nous regarder, essayer déjà de la mettre en position de concours. L'association compte 35 familles adhérentes qui présentent pour la plupart des difficultés sociales. Pour le moment, les familles que nous avons pu rencontrer, c'est plutôt les difficultés d'ordre financier. Nous avons les difficultés des dettes locatives. Les difficultés, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une mère de famille qui me disait, au 10 du mois, il n'y a plus rien pour donner aux enfants à manger. Elle a des enfants qui vont à l'école par moment sans rien à manger. Donc, à ce moment-là, nous mettons en place par rapport à ses revenus, par rapport aux charges que cette famille a, nous allons contacter l'assistance sociale du secteur et voir comment, dans quelles conditions nous pouvons accompagner cette dame et améliorer les conditions de vie de cette personne. Le 6 août prochain, l'association Famille Rurale organisera une bourse aux vêtements sur la place de la Poste de la ville. Celle-ci permettra aux personnes à très faible revenu d'acheter des vêtements pour enfants en vue de préparer la prochaine rentrée scolaire. Et puis cette triste nouvelle, 2 jeunes de 19 ans ont perdu la vie hier soir dans le secteur de Cocoyer et de Sainte-Marthe à Saint-François. Ce nouveau drame porte à 34 le nombre de tués depuis le début de l'année sur les routes de Guadeloupe. Près de la moitié des tués ont moins de 25 ans. Le préfet Jacques Billan appelle à la responsabilité de chacun et au respect des règles de sécurité. Et justement, à ce propos, un nouveau concept pour améliorer les conduites au volant a été présenté ce matin au vélodrome de Gourdeliane à Bémao, une formation nommée Easy Drift, un projet soutenu par le comité caribéen des assurances. Démonstration avec Isabelle Hameau. Devant des experts en assurance, le pilote Simon Jean-Joseph dévoile le système autodrift, un concept simple et destiné à améliorer les techniques de conduite afin d'éviter les risques. On simule exactement ce qui va se passer à 30 à l'heure à une vitesse 4 fois supérieure. L'avantage, c'est qu'on est dans un cadre sécurisé où on peut tranquillement, sans le stress de la vitesse, expliquer ce qui va se passer. Tu tournes maintenant, tu tournes. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on roule à 90 km/h dans un virage. L'opération a pour but de sensibiliser les automobilistes à terme, mais aujourd'hui, le projet a été dévoilé aux assureurs pour mettre en place un nouveau système d'assurance pour tous ceux qui passeront leur stage. Les gens qui vont suivre le stage, que ce soit dans les auto-écoles, les particuliers ou les entreprises, à partir du moment où nous sommes convaincus que ça va nous aider à baisser le nombre d'accidents, eh bien, nous allons octroyer une diminution de la cotisation ou de la prime pour la personne qui pourra présenter le label ou le diplôme Easy Drive, comme quoi ayant bien suivi le stage. Là encore, je répète, c'est important que toute la profession soit d'accord, sinon il peut arriver que certains assureurs, compagnies ou mutuelles donnent cette remise et d'autres pas. Le label est en cours pour des stages qui débuteront dès le mois de septembre en Guadeloupe avec des moniteurs spécialisés. Un tiers des Guadeloupéens ne paieraient pas leur facture d'eau depuis avril 2013, une date qui coïncide avec l'entrée en vigueur de la loi Brotte. Elle interdit à tout distributeur de couper l'alimentation en eau potable dans une résidence principale, même en cas d'impayé, et cela tout au long de l'année. En exclusivité pour ATV Guadeloupe, le directeur de la Générale des Eaux a accepté de répondre à notre invitation ce soir. Frédéric Certain, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les mauvais payeurs auraient profité, selon vous, de cette loi Brotte, appelée Brotte, qui interdit justement aux distributeurs de couper l'eau, même en cas d'impayé, pour ne pas payer leur facture? Alors, la loi Brotte, d'abord, s'insère dans un contexte juridique très précis. La loi française prévoit d'abord que l'utilisateur, le consommateur, doit payer sa facture d'eau. La loi Brotte ne protège pas, bien sûr, le consommateur. Selon vous, ils auraient profité justement de cette loi. La loi Brotte, si vous me permettez de la recontextualiser, prévoit d'abord que l'ensemble des usagers doivent payer leur eau et que les opérateurs ne peuvent pas pratiquer de coupure pour les résidences principales. Ce qui veut bien donc dire que les résidences secondaires, les administrations, et également les industriels doivent payer leur facture d'eau sous peine d'être coupés. Dans un contexte où la coupure est plus difficile, il est plus délicat d'inciter les consommateurs donc à payer les factures qui sont les leurs. Ce qu'il faut bien rappeler, et c'est important, c'est que ne pas payer sa facture et ne pas
pas être coupée ne veut pas dire qu'on ne devra pas la payer demain. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu dangereuse pour les familles, surtout à petit budget. C'est qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, les factures qui n'auront pas été payées seront toujours dues. Et même s'il n'y a pas coupure, ce sera une obligation de payer avec un huissier à la porte de sa maison, avec des éventuelles saisies. C'est-à-dire que ne pas payer sa facture d'eau, ne pas être coupée, ne veut pas dire qu'on est libéré de cette obligation. Dans ce contexte, effectivement, vous posez une question claire. Un certain nombre de personnes peuvent penser qu'il est possible d'éluder à leurs obligations. Aujourd'hui, dans une situation en Guadeloupe qui est extrêmement grave, puisque 1/3 des habitants de la Guadeloupe, aujourd'hui, pensent qu'ils ne doivent pas payer leur facture d'eau. Et cela crée un déséquilibre économique extrêmement grave pour l'ensemble des acteurs économiques, pour la Guadeloupe également, mais pour l'ensemble des projets autour de l'eau en Guadeloupe, ce qui est aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation. Frédéric Certin, dans le communiqué que vous avez adressé à la presse, vos formules sont virulentes. Vous titrez « Quand la fraude sur les factures d'eau devient le sport préféré des Guadeloupéens ». Mais est-ce que les Guadeloupéens ne pourraient pas à leur tour dire que les distributeurs sont les champions des pannes sèches ? Alors, on peut entendre cette interrogation. Nous sommes dans une situation où l'on commence par la poule, où on commence par l'œuf. Aujourd'hui, les réseaux de Guadeloupe sont en déficit de qualité. La population en paye les conséquences, ce qui est bien sûr pas admissible. Et nous devons, l'ensemble des acteurs, et en particulier le monde politique, entendre cette demande. À l'inverse, l'exercice doit être collectif. C'est-à-dire que l'on ne peut pas demander aux administrations, aux collectivités, d'avoir un équilibre économique si tout à chacun considère qu'il peut ne plus payer sa facture d'eau. Le paiement de la facture d'eau permet d'abord de faire fonctionner le service, d'investir pour demain, et ceci est vrai aussi bien pour un distributeur privé que pour une collectivité publique. Le déséquilibre économique qui est engendré par cette situation amène qu'un certain nombre d'opérateurs sont en grande difficulté, que les collectivités ne peuvent plus équilibrer leur budget de l'eau, et que nous nous retrouverons demain dans une situation où les collectivités elles-mêmes ne pourront plus investir. Et la situation que vous évoquez sur les tours d'eau ne pourra que perdurer. Donc pour sortir de ce cycle, il convient d'avoir un tarif de l'eau qui correspond à la réalité économique et que chacun, d'une manière solidaire, paye sa facture d'eau. Payer sa facture d'eau, c'est de la solidarité, c'est participer au devenir de nos enfants, c'est participer à une situation normale et stable que nous devrions connaître tous les jours. Qui sont ces mauvais payeurs ? Beaucoup d'acteurs, parfois un petit peu les administrations, souvent les administrations, les entreprises, les particuliers. Alors il y a des mauvais payeurs qui disent ne pas recevoir leurs factures, d'autres qui l'ont reçu, qui ne payent pas. Le spectre est extrêmement grave, extrêmement large. Il y a aussi tout simplement des fraudeurs. Les fraudeurs, c'est une personne qui s'installe dans une maison qui, sans contrat, à la suite éventuellement d'un locataire qui a pu quitter, celui-ci n'est pas protégé par la loi Brottes. Certains, pour revenir quand même sur la liste de ces mauvais payeurs, vous parlez d'un collège notamment qui vous doit 600 000 €. Nous avons effectivement parlé d'établissements publics qui malheureusement ont pu surconsommer de l'eau parce que toutes les précautions n'ont pas été prises. Un certain nombre d'entités publiques, privées, peuvent dire nous avons une fuite d'eau, nous ne devons pas payer notre eau. Cela est inexact. L'eau a été utilisée, l'eau a été produite, l'eau a été transportée, et même lorsque l'on a une fuite et que l'on a pris toute conscience, cette eau doit être payée. Cela concerne des établissements privés, des établissements privés, des particuliers, mais également effectivement certains établissements. Mais pour cela, des solutions au niveau des départements sont en train d'être trouvées. Alors, les abonnés de la Générale des Eaux doivent s'attendre à des tours d'eau. Quand vont-elles commencer et comment cela va se mettre en place ? Le Général des Eaux n'est qu'une entreprise dans un ensemble plus large qui est celle de l'organisation et de la gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Le Général des Eaux doit mettre en œuvre un certain nombre de ses obligations contractuelles, et elle le fait. Il n'y a pas de lien direct à court terme entre payer et coupure d'eau. Le sujet est à long terme. C'est que le réseau d'eau, c'est comme une maison. Si tous les ans, on repeint une pièce, 10 ans après, la maison est en état. Si ce sera un réseau d'eau pendant 10 ans, 20 ans, on n'a pas réalisé les travaux de renouvellement, eh bien on se retrouve à un moment où il faut tout faire à la fois. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes en Guadeloupe. Combien de temps vont durer justement ces tours d'eau ? Nous avons la chance, grâce à une météorologie qui a été favorable, de ne pas avoir eu de tour d'eau important en Guadeloupe cette année. Mais la situation à long terme est exposée de la même manière. Aujourd'hui, la moitié de l'eau injectée dans les réseaux de la Guadeloupe est perdue dans des fuites. Cela augmente les coûts, cela provoque des cours d'eau, et dès qu'il y a une saison un petit peu plus sèche, il y a un impact immédiat en termes de tours d'eau.
La solution, c'est retourner dans un cercle vertueux avec un équilibre économique, avec une capacité d'investissement, avec l'ensemble des abonnés satisfaits de la distribution d'eau et l'ensemble des abonnés qui participent financièrement à cet effort collectif. Est-ce que cette opération est punitive ? Punitive, elle doit être surtout à l'inverse. Elle doit être positive dans la mesure où l'effort commun doit permettre de retrouver ce cercle vertueux. Le prix de l'eau pour une famille en Guadeloupe est aujourd'hui d'1 € par jour et par famille. 1 € par jour et par famille. Est-ce cher? N'est-ce pas cher? C'est le prix d'une bouteille d'eau embouteillée. C'est certainement moins que la consommation d'électricité ou de téléphonie. En tout cas, derrière la production d'eau, il y a un coût. Il y a un coût qui est celui de tous, qui n'est pas celui d'un opérateur privé, mais de l'ensemble des acteurs de la Guadeloupe, qu'ils soient publics, privés. En tout cas, l'ensemble des acteurs doit contribuer à cet exercice qui passe par un équilibre économique et par le paiement de ses factures. Frédéric Certa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Hier, au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, la Copémar, la coopérative maritime d'avitaillement de la Martinique et 2 autres structures privées ont proposé des plans de continuation de la gestion de la coopérative en redressement depuis le mois de mars. Une décision en tout cas qui inquiète les marins-pêcheurs. On regarde le reportage d'Alwin Courcy d'ATV Martinique. La Copémar est-elle en train de vivre ces derniers jours? Hier, au tribunal mixte de commerce, la coopérative en redressement depuis le mois de mars a présenté un plan de continuation. En plus de l'augmentation de capital, nous avons indiqué au tribunal qu'un certain nombre de fournisseurs qui se trouvent dans les 5 plus gros fournisseurs de la Copémar, qui représentent 85% de l'endettement, sont disposés à faire un effort très significatif pour réduire l'endettement de la société. Mais avec une dette de près de 1 million d'euros, la coopérative part sans doute un peu perdante. D'autant qu'en face, 2 offres de reprise ont été soumises au juge, l'une portée par le groupe Rosette et l'autre par Servichef, filiale du groupe Monplaisir. Seul Alex Rosette a accepté de nous en dire un peu plus sur son projet. Le chef d'entreprise tient à rassurer les professionnels de la mer. Son plan prévoit d'intégrer une nouvelle coopérative au sein de la nouvelle entité. La coopérative sera actionnaire de cette nouvelle société, parce que ce que nous voulons, c'est que les marins pêcheurs qui sont déjà traumatisés par la perte de la Copémar, qui ne soient pas encore traumatisés parce qu'ils n'ont plus aucun droit de regard sur leur activité, sur leur outil, l'outil qu'ils ont créé. On leur garantit 15% du capital avec 2 personnes au conseil d'administration. Pour nous, c'est de la croissance externe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques produits que nous vendons déjà aux marins pêcheurs qu'on va pouvoir vendre à travers cette coopérative, comme des batteries, de la peinture, des bougies. Face à la pénurie régulière d'essence, de glace ou de matériel, les pêcheurs, eux, se disent prêts à écouter les propositions des 2 entrepreneurs pourvu que la situation s'améliore. Tous les marins pêcheurs d'ici, de manière générale, on serait pour qu'un enfant de la ville reprenne, surtout que M. Rosette a déjà quand même, c'est quand même un homme expérimenté dans la gestion de nos entreprises. Je pense que c'est une entreprise qui pourra gérer mieux et à l'écoute des pêcheurs aussi. Qui dit entreprise privée, il y aura le prix qui va peut-être changer, mais ce sera le bien-être pour les marins pêcheurs, parce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut au niveau de la coopérative. C'est une bonne chose parce que chaque fois qu'on a besoin de carburant, il faut aller sur un veau, faire de la glace aussi aux marins. Donc si on reprend ça, ce serait une bonne activité, mais une bonne chose pour nous, quoi. De son côté, Éric Copette, gérant de Servichef, n'a pas souhaité détailler son offre avant que la décision de justice ne soit prise. Reste que du côté du comité des pêches, on redoute cette privatisation de l'activité. Aujourd'hui, le constat que je tire, c'est que à force de faire le jeu au couillon à des batailles entre nous, le privé vient. Et on laisse un boulevard pour le privé. Les conséquences peut-être ne seront pas immédiates, mais demain matin, on a un monopole qui va s'installer et vous verrez que les prix vont augmenter. La première victime, ce sera d'abord le marin pêcheur. Donc avec une politique de prix, les privés ne sont pas là pour faire un truc de coopérative. Ils sont là surtout pour faire des marges et de l'argent. Le tribunal va trancher le 5 juillet prochain. Environ 1 millier de professionnels dépendent de l'activité de la Copémar. Et en Guyane, quelques courageux ont pris sachets et gants pour nettoyer les berges de la Roche-Bleue à Saint-Laurent. Le groupe nommé Rien ne se jette, tout se transforme en a profité pour sensibiliser quelques passants. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Quand les colibris se mettent au nettoyage. C'était dimanche dernier que l'association des colibris de Saint-Laurent-du-Maroni a organisé une après-midi de ramassage sur la plage de la Roche-Bleue. L'objectif ? Sensibiliser un public de tout âge sur la problématique des déchets. Déjà, je trouve que le ramassage de déchets, c'est une activité originale. Donc, je pense que les gens qui ramassent des déchets, potentiellement, c'est des gens bien. Donc, ça permet de faire des rencontres de personnes intéressantes.
et en même temps de faire un geste pour la ville et montrer un peu l'exemple aux gens, peut-être qu'ils vont se questionner, se dire mais pourquoi ils ramassent les déchets, peut-être que ça peut faire un cheminement dans leur tête et améliorer les choses d'une certaine manière. Donc c'est une association qui est née en Guyane à partir de l'île de Cayenne et des gens dans l'Ouest étaient intéressés pour faire la même chose à Saint-Laurent. Et donc à l'initiative de quelques personnes, il y a quelques mois, 4-5 mois, se sont organisées les premières réunions pour appeler les gens qui avaient envie d'œuvrer un petit peu pour un développement durable, raisonné, pour gérer certaines problématiques liées à l'environnement, mais aussi au changement de mentalité, au changement de société. Et de là, plusieurs groupes se sont créés selon les affinités des gens et ce qui les retenait plus particulièrement à cœur. Il y a un groupe, le nôtre, qui s'appelle Rien ne se jette, tout se transforme, qui a envie de sensibiliser, de faire changer les choses par rapport à la problématique des déchets, de la gestion des déchets, des dépôts de déchets sauvages. Et c'est vrai que ce serait bien profitable et bénéfique, je pense, pour ce mouvement de bénéficier d'un appui, pourquoi pas, et financier, et d'animateurs, et d'agents communaux, voilà. Mais on va y venir, c'est naissant, donc voilà. Un mouvement à soutenir qui nous rappelle que garder une ville propre, c'est l'affaire de tous les citoyens. Restez avec nous. Dans un instant, Joël Nankin nous présentera Credo, sa dernière exposition inspirée de l'œuvre du poète Marie-Galante Tyrolien. Et puis le port maritime de la Guyane obtient le MAZ, un label, afin d'harmoniser les règles de sécurité en matière d'hygiène et d'environnement. Et le Grand Port Maritime de Guyane a rejoint le réseau national pour l'amélioration de la sécurité dans les entreprises, un label nommé MAZ. Il implique de nouvelles normes à respecter au moins durant les 3 prochaines années. Les détails avec Xavier-Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Association reconnue à l'échelle nationale, le MAZ, Manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise, permet aujourd'hui au Grand Port Maritime d'uniformiser de façon simple ses systèmes de sécurité, de santé et d'environnement pour ses 52 salariés, ainsi que pour les 600 autres personnes qui travaillent sur son site pour le compte de sous-traitants. Une initiative indispensable aux ambitions de dégrader Cannes. L'élément déclencheur a été la recherche pétrolière, car il fallait répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité. Donc le Grand Port a adhéré au MAZ en janvier 2013 et depuis en fait nous nous efforçons d'améliorer notre système de sécurité en se basant sur ce référentiel. Donc il y a comme acte fort, c'est l'engagement de la direction qui s'est engagé dans cette démarche et qu'il n'y a pas seulement l'engagement de la direction, mais aussi l'engagement en fait de l'ensemble du site portuaire, à savoir les usagers portuaires et les sous-traitants. Bien qu'au niveau du port, on insiste sur le fait qu'il n'est pas obligatoire pour les entreprises intervenant sur son site d'être masées. On souligne néanmoins que l'affiliation au MAZ pèsera très fortement dans la balance concernant l'attribution des marchés. Il faut savoir que le MAZ est un système qui est moins contraignant et moins coûteux que les normes ISO. Donc moins contraignant car c'est un dispositif qui est très pragmatique, il est très axé terrain. On va sur le terrain pour faire des audits, pour vérifier les compétences du personnel, avec des revues de direction. Et je viens de dire aussi qu'il est moins coûteux. Si on compare maintenant au niveau des coûts, le coût pour une entreprise intervenante pour l'adhésion est de 350 €. Pour une entreprise utilisatrice, en l'occurrence le Grand Port Maritime, est de 3 700 €. Ça, c'est la cotisation annuelle. Et le coût pour faire un audit MAZ est en moyenne de 1 800 € pour une entreprise intervenante. Pour les normes ISO, le coût en moyenne pour la certification est de 30 000 €. Avec les individus comme principale cible des outils de prévention, la mise en route de la certification du MAZ pour le GPM va démarrer avec des formations d'une durée de 45 minutes pour l'ensemble des personnes franchissant le site du port. Et en retournant en Guadeloupe, elle veille sur les traditions culinaires de la Guadeloupe comme des gardiennes. Les cuisinières de la Guadeloupe fêtent cette année leurs 100 ans. Pour marquer le coup, une série de manifestations a été mise en place et elles dureront tout au long de l'année. Parmi celles-ci, le bal de prestige qui aura lieu ce samedi au WTC de Jarry. René Théophile, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le vice-président de l'Association des cuisinières de la Guadeloupe. Une exposition d'ailleurs retraçant l'histoire de cette association qui valorise la gastronomie créole était visible au centre Minnesota
en avril dernier. Tout à Nathalie fait. Dinan et Moïse Dexter, justement, nous avaient permis de la découvrir. On regarde ensemble le reportage. Vous voulez? C'est Nous par l'histoire, le 14 juillet 1916, place Camille Desmoulins. Suite à la détresse d'une bonne madame terrassée de douleur et confrontée à des difficultés financières. Donc on commence par le deuil, parce que cette association a été créée à partir d'un deuil. Donc la solidarité et ce qu'on appelle la solidarité, l'unité, l'amour, tout ça a fait masse derrière une femme pour l'enterrement de son mari. Et ces bonnes madames créent la Société de secours mutuel des cuisinières, communément appelée le Cuistot Mutuel. Dès le 14 juillet 1916, ces femmes de caractère deviennent les gardiennes de notre patrimoine culinaire et vestimentaire. Nous avons voulu retracer les 100 ans de notre association. Au départ, c'était une association de Cuistot Mutuel et aujourd'hui association des cuisinières. Donc on a voulu laisser à nos enfants, à la jeunesse. Cet esprit de solidarité, cette richesse patrimoniale. Les fondatrices, Mesdames Rousseau, Elmire Dubourg, Salomon et Amandia, les présidentes, Léonie Mélas, Violetta Chaville, Exili Lacrosse-Varieux, Viviane Madacombe, Nettie Fogéa, Mérita Félix et Oméa Marie Lancrereau. Du Cuistot Mutuel à l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe, elles ont réussi l'exploit de maintenir cette corporation. Difficile d'en arriver là? Difficile, oui et non. Oui et non, mais bon, naturellement, il y a des hauts et des bas dans tout. Hein. Donc nous avons eu des années fastes et nous avons des années moins fastes et ça repart de plus belle à chaque fois. Hein. Une ribambelle de femmes de caractère qui cachent sous leurs multiples jupons des hommes dévoués. Sans les hommes, on ne pouvait rien faire. Parce que déjà, dès la création, chaque présidente, chaque femme était accompagnée d'un administrateur. Parce que vous devez savoir que les femmes, bonne à madame, n'avaient pas d'instruction. Ils ne pouvaient pas tout manager. Il y a eu des hommes qui accompagnaient chaque présidente dans leur démarche. Chaque année, autour du 10 août, les cuisinières fêtent leur saint patron, Laurent, diacre brûlé sur le grill pour avoir refusé de céder les trésors de l'Église à l'État. Leur tablier en est le symbole. Cette exposition marque le début des manifestations qui vont ponctuer ce 100e anniversaire. Et oui, Ronnie Théophile, il y a des hommes, la preuve. Hein, et vous serez d'ailleurs le chef d'orchestre de ce bal samedi soir. Le chef d'orchestre, ma foi, ces dames ont voulu mettre l'artiste à l'honneur parce qu'ils ont dit, bon, elles ont dit qu'on a un artiste parmi nous. Elles ont voulu que je sois le président de cette soirée, enfin le président d'honneur de cette soirée. Des 100 ans, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur. Et puis on va faire que cette soirée soit mémorable et inoubliable surtout. Quelle sera l'ambiance justement ? Déjà très festive, bon, une ambiance on va dire au départ gastronomique. Il y aura un défilé de mode, un défilé de costumes traditionnels, une tombola et naturellement Ronnie Théophile, l'orchestre jeunesse. Et puis on va fêter. Hein. C'est-à-dire des cuisinières, elle dit généralement nous caillons roter pache en dirian. Le bal de prestige qui doit rassembler près de 500 personnes est à guichet fermé. Comment vous expliquez ce succès? C'est un succès de 100 ans. C'est les 100 ans. Vous savez, je crois qu'il y a un regain chez les cuisinières maintenant, chez les Guadeloupéens, de retrouver un peu la sève du pays, le goût du pays, les sonorités du pays, c'est-à-dire une certaine envie de retourner un peu aux sources, envie de vivre ce que les autres ont vécu. Et puis peut-être un besoin de se dire, voilà, nous sommes là. Et je crois que c'est un pari gagné pour les cuisinières. Alors, l'association ne roule pas sur l'or. Hein. On sait que les fonds récoltés justement ce samedi soir serviront à financer la fête des cuisinières qui aura lieu le samedi 6 août. Mais comment faites-vous justement? Quels sont vos soutiens? Nous avons, pour ne pas le citer, il y a déjà la municipalité de Pointe-à-Pitre qui soutient depuis des années, on ne va pas dire 100 ans, mais qui a toujours soutenu l'association des cuisinières qui le fera encore cette année. Nous avons eu le soutien aussi de la région pour ses 100 ans. Tout le monde a quelque peu mis la main à la pâte pour que la fête soit une réussite. Et plus on est de fous, plus on s'amuse. Ce sera joli. On a changé le parcours cette année. La cérémonie, ce sera toujours à la cathédrale de Saint-Pierre-et-Paul, qui d'ailleurs fête, c'est l'anniversaire aussi ce mois. Donc la cathédrale de Saint-Pierre-et-Paul, le défilé aussi, le parcours du défilé a changé, le lieu de réception a changé. Ce sera pas à l'école pour une fois. Hein. Pour une fois, elles vont faire un peu une petite parenthèse, hein, une petite virgule à la tradition. Donc, elles vont s'exprimer au hall des sports de Pointe-à-Pitre et puis elles vont défiler dans pratiquement toutes les rues de Pointe-à-Pitre, surtout dans l'artère principale, la rue Frébeau, qu'elles vont remonter
en sens unique jusqu'au boulevard Anne et passer du côté des marchés avec des arrêts. Et à chaque arrêt des orchestres, ce sera vraiment une immense fête. Je vous dis, j'en ai encore la chef. Je sais que ça sera merveilleux. Je suis tellement heureux de ces 100 ans. C'est un bastion. L'association des cuisinières, c'est plus qu'une association. C'est un repère culturel. C'est non seulement, je veux dire, culinaire, mais aussi vestimentaire. C'est toute une histoire. Et puis, c'est démontré, c'est presque un conte de fées. C'est parti de rien, comme a dit la vice-présidente, c'est parti d'un deuil. Et aujourd'hui, voilà que ces dames sont allées à l'Élysée, elles sont allées à... C'est aussi un symbole, finalement. C'est aussi un symbole. Un symbole de la reconnaissance de la gastronomie créole. Tout à fait. Oh, mon Dieu. Cette aussi, image... Elles sont au carnaval, puisque voilà une image de moi, justement, avec les cuisinières. Et comment vous vous retrouvez parmi toutes ces femmes joviales? Écoutez, les cuisinières, c'est un peu... J'ai grandi dans le jupon de ces dames. J'en ai vu passer des dames, j'en ai eu des histoires. Et puis voilà, c'était très proche, moi, étant proche de cette culture qui est nôtre, de notre tradition. À un certain moment, c'est vrai qu'il y a eu un peu... on va dire il y a une petite faiblesse. Et là, il ne fallait pas lâcher, il fallait rester là. Je me suis dit, allez, avec le si peu que j'ai, on va essayer de repartir. Il faut qu'on garde cela. Je ne suis pas là pour mettre en avant, non, mais pour pousser ces personnes à continuer, à aller plus loin. Et là, c'est important. 100 ans, c'est sûr. Nous préparons, elle prépare plutôt l'avenir parce que il va y avoir une école de cuisine. Attention. Voilà, et vous voulez aller plus loin justement, voilà. Parce qu'elle l'a annoncé, sa volonté d'élargir vos activités avec la mise en place de cours de cuisine traditionnelle. Tout à fait, mais c'est une chose qui va se faire grâce d'ailleurs encore à la municipalité de Pointe-à-Pitre qui va nous offrir, enfin qui ne va pas nous offrir, mais qui va pouvoir nous aider à réaliser la maison des cuisinières. Et d'ici d'ailleurs, même avant la fin de l'année, nous aurons cette maison de cuisinières qui devrait être inaugurée très bientôt, avec un restaurant, avec une cuisine assez immense pour pouvoir transmettre la tradition culinaire aux plus jeunes et à tous ceux qui veulent l'apprendre. Et puis, il y aura aussi le restaurant et naturellement une salle d'exposition et la salle de réunion. Donc là, ça sera la maison des cuisinières avec tout ce qu'il faut. Donc les gens qui voudront apprendre à cuisiner, attendez juste encore quelques mois. Vous allez pouvoir cuisiner créole et retrouver ce goût et oublier un petit peu, surtout certaines mamans. C'est surtout aller vers les mamans modernes qui n'ont pas vraiment le temps de mijoter, même les papas. Parce que moi, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner. Oui, ils viendront apprendre parce que des fois, on va vite vers les restaurants fast-food parce que c'est ce que veut. Non, il faut faire découvrir à notre nouvelle génération le goût du manger pays. Merci Ronnie Théophile d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous en avez certainement entendu parler. Les éleveurs en ont plus qu'assez de découvrir leur cheptel égorgé par les chiens errants. Ils ont frappé à toutes les portes aujourd'hui et menacent de passer à l'action. Nathalie Dinan, Moïse Dexter, on regarde leur reportage. Les chiens errants là, effectivement, oui, c'est vrai. Si on ne prend une décision avec ces chiens errants, c'est la commune qui doit tiendre ces chiens-là et mettre en prison, en fourrière ou piquer. Oui, ni chien errant, ça c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Oui, parce que moi, j'ai fait pas mal de cabouille à Casamance. Oui, effectivement, il faut monter au créneau parce que pas ni rien qui a occupé de ça. Bon, ça, c'est responsabilité à les communes et les communes ne peuvent pas faire rien pour ça. Les deux phénomènes qui ont touché particulièrement élevés en Guadeloupe, c'est vol et chien errant, moun qui a libéré chien le soir et qui a fait des gars dans le cheptel à moun. Chien errant, entre guillemets, parce que la plupart du temps, c'est propriétaire à chien qui a la chien le soir. Donc, il faut un peu mettre la balance. Donc, il faut chaque monde prendre responsabilité à eux. Voler, c'est plus mauvais. C'est pour le ça, c'est voler les gars pour les bêtes noirs, c'est ça. À présent, Guadeloupe, c'est pression. Il faut mettre pression pour régler les problèmes là. Et donc, par conséquent, il y a un intérêt monté au créneau pour voir qui gens y aura devant mesure en Guadeloupe au niveau des autorités pour régler le problème là. Ça. Là, on peut faire un barrière, on peut faire un pour protéger les bêtes. Mais c'est voilà, pendant qu'on dormir, pendant qu'on travaille, on peut poser royaume, et pendant qu'on dormir, on peut les bêtes. Ni fouillère qui existé, mais il y a aussi une éducation à propriétaire à chien qui prend la liberté de libérer chien le soir. Parce que chien ne veut pas dire simplement chien qui est en vagabondage. Chien aussi, c'est chien qui a rasamon et qui libère le soir. Même garçon monté une cabrite, mais finalement, tu vas être découragé et finalement, tu es parti en métropole. Il était nommé 10 cabrites pour tout. L'État veut qu'il ne faut pas faire ces chiens-là à rien. Ni la solution de crier la mairie pour dire qu'on a chien errant pour venir roter ces chiens-là, ou voir vers les vétérinaires. Mais après, on peut téléphoner, il peut renvoyer la balle, ici et ça, et toujours ni problème à chien errant là. Il y a bout, il n'y a pas bon, il y a bout. Parce qu'il ne peut pas tenir plus longtemps encore. Parce qu'on peut attendre une vache 9 mois. Et là, il fait, il va flasher à passer pour lui.
Alors, c'est pas possible. Il est devenu l'un des artistes les plus connus en Guadeloupe, reconnu pour son talent et son anticonformisme. Joël Nankin expose sa dernière création, une exposition nommée Credo, qui s'inspire de l'œuvre du poète Guy Tyrolien. Isabelle Hameau a rencontré l'artiste. Il se nourrit de littérature et principalement celle de Guy Tyrolien, un univers qui l'a inspiré pour Credo, son exposition contemporaine. Guy Tyrolien, c'est quelqu'un que je connais comme moi, Marie-Galante, que j'ai rencontré. Et non seulement ça, mais c'est surtout son œuvre. Et l'œuvre poétique de Guy Tyrolien m'a accompagné tout au long de ma vie, je peux dire, depuis la prière d'un petit enfant nègre jusqu'à plus de curiosité pour apprendre un peu plus loin sur Tyrolien. Mais aussi, l'envie m'est venue, c'est que quand j'ai lu les interviews de Guy Tyrolien qu'il avait donné à l'Université de Laval au Canada, donc ça m'a beaucoup moins apporté dans la façon d'appréhender l'art, c'est-à-dire aller à la source, de façon à ne pas tomber dans des travers, faire un art pour nous, Guadeloupéens, avec notre culture à nous, étriquée, mais une façon de rencontrer l'humain, de rencontrer l'humanité. Si l'artiste n'a pas pour habitude de décrire ses tableaux, il prendra le temps néanmoins d'expliquer les titres de ceux-ci, souvent des citations du poète ou alors en lien avec lui. Vous voyez le titre, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. C'est ce côté justement de l'humain, de la rencontre de l'homme, de l'injustice, de l'injustice de l'habitation. D'alors, parce qu'en fait, je pense que ça lui a été inspiré de l'habitation, de la faim de mes frères en Afrique, quel que soit l'endroit où l'homme meurt de faim. Pas plus en Afrique qu'ailleurs, mais c'est ce côté humain justement que le poète, je dirais, prend sa source, quoi. Il prend sa nourriture spirituelle, c'est ce qu'il peut apporter à l'homme, à l'humain, dans la réflexion. C'est ce qui est intéressant. L'exposition de Joël Nankin est ouverte au public jusqu'à ce dimanche, 20h, à son atelier d'art de Morne-à-l'Eau. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Il y aura des coupures d'eau à la ville du Moule, dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, à Calbassier, du Chassin, du Rival, Gardel, Guénette, l'autre bord, ou encore le quartier de Zévalos. Un retour à la normale est prévu en fin de soirée. Et puis, EDF Archipel passe aux horaires vacances. À compter du 4 juillet, les agences de Bergevin, Rivière-Sens, Morne-à-l'Eau et de Morne-Bernard seront ouvertes au public de 7h à 13h30. L'agence de Milénis le sera, elle, jusqu'à 15h30. Des horaires applicables jusqu'au 2 septembre prochain. Et la ville du Gosier va honorer ses bacheliers, une cérémonie qui aura lieu le mercredi 20 juillet avec la participation du chanteur Missier Sadik, parrain de la manifestation. Les bacheliers seront donc invités à s'inscrire au centre communal d'action sociale situé au pôle administratif de Périnette. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. À tout à l'heure.